Donc, aujourd'hui, on vient vous parler des racines et de leur contribution à la fertilité du sol et la nutrition des cultures. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, je vais vous parler un peu de notre nouveau laboratoire de recherche que j'ai nommé le laboratoire d'agroécologie, donc qui existe depuis 2015, donc seulement 2 ans que je suis ici à la faculté comme chercheur. Je vais faire une petite mise en contexte du projet de Samuel. Donc, Samuel va présenter un peu ses objectifs de recherche, sa méthodologie et les résultats préliminaires de son étude qui a débuté l'an dernier. Et finalement, je vais reprendre la parole pour faire une petite conclusion générale et mes remerciements. Donc, le laboratoire d'agroécologie, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, il faut savoir que l'agroécologie, c'est, il y a comme 3 volets à la définition de l'agroécologie. Il y a, oui, super soundtrack, là. Il y a, donc, 3 volets. Il y a les pratiques agricoles écologiques. Il y a le volet de mouvement social. Peut-être que ceux qui connaissent la Via Campesina, là, eux, ils défendent beaucoup, là, c'est toutes les luttes paysannes. Donc, il y a ce volet-là plus social à l'agroécologie. Mais le volet qui, moi, comme chercheur, m'intéresse le plus, c'est le volet d'agroécologie étant comme une discipline scientifique qui est en fait de l'écologie appliquée au système agricole. Donc, l'objectif de recherche de notre labo, c'est de développer des pratiques de régie des sols et des cultures qui sont innovantes et applicables au système agricole écologique. Et je m'intéresse à la régie des cultures en champ, donc on parle de grandes cultures biologiques et de plantes fourragères, mais aussi à la fertilité des sols, vu que moi j'étudie ici pour mon bac en sol, mais maintenant je suis professeur en phytologie, donc je suis un peu divisée entre les sols et les plantes, donc je fais un peu des deux. Et aussi, je travaille aussi en agriculture biologique. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des cultures de couverture qui sont surtout utilisées en agriculture biologique. Donc, l'agriculture biologique, il y a vraiment une demande importante pour les produits qui sont certifiés biologiques ici au Canada. On parle d'une demande qui a de manque de 15 à 20 par année. Donc, le Canada occupe la 5e place mondiale en termes de consommation de produits biologiques. Cependant, le problème, c'est que nos producteurs canadiens, ils ne produisent pas assez de produits biologiques, ce qui fait qu'il faut beaucoup importer des produits. Puis là, on s'entend que c'est normal qu'on doive importer du café biologique ou des bananes biologiques, mais il y a d'autres produits qu'on pourrait produire ici et répondre à la demande des consommateurs, mais qu'on ne fait pas. C'est pour ça que, dans le fond, il y a de plus en plus de support politique pour essayer de répondre à ce marché-là, dont la stratégie de croissance du secteur biologique qui a été mise en place à l'été 2015 par le MAPAC. Et depuis, dans les 2 premières années, dans le fond, de cette stratégie-là, là, qui comporte, dans le fond, plusieurs soutiens aux producteurs, là, donc des subventions par hectare pour faire la transition biologique et aussi, par exemple, les services conseils d'agronomes ou d'agroéconomistes sont subventionnés à 85 pour les entreprises biologiques pour les aider à faire la transition. Donc, dans les 2 premières années de cette stratégie-là, il y a quand même eu la transition là, de plus de 5000 hectares, ça c'est juste au Québec, et de 2,6 millions d'entailles d'érables qui ont été, dans le fond, qui ont fait de la transition biologique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a environ 4 des fermes au Québec qui sont biologiques et on s'attend, faisant le Québec d'ailleurs le leader en bio au Canada, et on s'attend que d'ici 2022, on atteigne là, de 6 à 8 des fermes qui vont être certifiées biologiques, qui est quand même beaucoup moins que les pays, par exemple de l'Europe de l'Est, où est-ce qu'on a des taux de 10 à 20 même des entreprises agricoles qui sont certifiées biologiques. Donc, la transition bio pour nos producteurs, ça représente beaucoup de défis, dont le contrôle des mauvaises herbes, la prévention des maladies dans les productions animales bio, mais aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de fertilisation des cultures, parce que les producteurs bio qui font des cultures en champ ne peuvent pas utiliser d'engrais minéraux de synthèse, donc ils doivent utiliser soit des engrais de ferme, fumier, lisier, ou des engrais verts, comme voici. Et les engrais verts, dans le fond, c'est un type de culture de couverture. Et les cultures de couverture, c'est des cultures qui ne sont pas récoltées. Donc, on ne va pas vendre, c'est juste des cultures qu'on met pour protéger le sol. Et quand il y a des légumineuses dans les mélanges, ça fait qu'il y a de la fixation de l'azote de façon symbiotique avec les bactéries Rhizobium, qui fait que ça apporte
ça va fixer l'azote atmosphérique et le mettre dans le sol. Donc, ça peut être utilisé de plusieurs façons. Je vais passer peut-être rapidement. Juste mentionner que dans le cas du projet de Samuel, lui, il regarde les cultures de couverture en dérobé, c'est-à-dire après la récolte d'une culture commerciale, donc établie par exemple à l'automne après la récolte d'un blé de printemps. Donc, nos producteurs bio utilisent des engrais verts, des cultures de couverture. Ce qui est difficile pour eux, c'est de synchroniser la libération de l'azote qui est contenu dans la biomasse végétale avec les besoins des cultures. Parce que l'azote, dans le fond, va être sous forme organique dans les parties aériennes et les parties racinaires des plantes. Ensuite, ça va se transférer à différentes fractions d'azote organique du sol qui va se minéraliser et qui va devenir de l'azote minéral qui, elle, va pouvoir être utilisée par les cultures. Donc, tout ça, il faut que ça soit bien synchronisé pour qu'il n'y ait pas vraiment de perte d'azote, donc une libération d'azote à un mauvais moment quand la culture soit n'est pas encore établie ou n'en a plus besoin trop tard, donc une libération trop tard. Donc, nous, on s'est posé la question, quand est-ce et combien d'azote sera disponible de ces cultures de couverture-là? On a un projet qui est en cours, qui démarre cet été avec Auprès Claude, que je sais qui est dans la salle, un de nos boursiers Fassam du projet au Mali, qui regarde, dans le fond, la libération de l'azote des engrais verts dans le temps. Mais pour le projet de Samuel, on s'est posé la question, est-ce que les racines de culture de couverture vont avoir la même... Est-ce que la décomposition des racines et des parties aériennes va être la même et quelle sera la différence? Donc ici, je vous parlais que l'azote sous forme organique des cultures de couverture va se transférer dans l'azote, différentes fractions d'azote organique du sol. Ici, je vous montre un modèle, là, je n'irai pas dans les détails, mais sachez seulement qu'il y a plusieurs fractions organiques d'azote dans le sol et il y a un modèle conceptuel qui a été fait seulement récemment là, par un stagiaire postdoctoral, Mervyn, juste ici à Agriculture Canada, de l'autre côté de la rue. Mais lui a utilisé dans le fond des résidus de culture, donc post-récolte, comme par exemple de la paille de blé. Donc, on s'attend à ce que, en tout cas notre hypothèse, c'est que le transfert de l'azote entre ces différentes fractions-là soit différente pour les cultures de couverture, mais aussi pour les parties aériennes versus les parties racinaires des cultures de couverture. Et ça ressemble à un radis daikon qu'on pourrait manger. Nous, on en a mangé dans tes champs d'ailleurs. Mais c'est un radis fourragé là, qui est utilisé comme culture de couverture et non récolté, qu'on peut aussi juste utiliser comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la contribution des racines. Donc, on veut faire une meilleure synchronisation de l'azote, comme je le mentionnais. Il y a aussi de plus en plus de producteurs qui sont intéressés, vu qu'ils font une culture de couverture, puis au lieu de juste l'enfouir dans le sol, là, le détruire avec un travail de sol, de soit faire une coupe, donc récolter et ensiler, on parlait d'ensilage tout à l'heure, ensiler les parties aériennes, ou sinon de juste mettre du bétail au pâturage qui vont manger aussi les parties aériennes. Donc dans ces deux cas-là, on serait intéressé à savoir est-ce qu'il y a quand même une contribution des racines à la fertilité du sol. Et aussi, c'est juste le fun de le savoir, juste intrinsèquement, là, de savoir scientifiquement, c'est intéressant de savoir c'est quoi la contribution des racines. Et c'est pour ça qu'on a fait une première expérience au champ que Samuel va vous présenter. Merci beaucoup. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter mon projet de recherche de maîtrise, qui est sous la supervision de Caroline Hall, bien sûr, mais aussi de co-directrice Anne Vanas. Donc, mon projet de recherche s'intitule « Effet de la minéralisation des résidus de culture de couverture sur la nutrition azotée, les nutritions et les rendements du blé ». Donc, comme Caroline vous l'a expliqué, en fait, moi, je vais vous parler des cultures de couverture qui sont, en fait, dans mon cas, des engrais verts. Donc, il y a 3 objectifs qui sont axés autour de mon projet, dont le premier, c'est de caractériser la biomasse et les propriétés chimiques des parties aériennes et racinaires de 4 espèces de cultures de couverture, dont la veste commune, le pois fourragé, le radis fourragé et le sec d'automne. Donc, c'est toutes des cultures, en fait, qui sont utilisées par les agriculteurs au Québec comme culture de couverture. Lorsque je parle des propriétés chimiques, en fait, c'est entre autres le rapport carbone-azote des différents résidus
donc des propriétés qui vont avoir une influence sur la vitesse de décomposition et de minéralisation des résidus de culture. Mon deuxième objectif, c'est de déterminer la quantité d'azote minéral disponible dans le sol en fonction des espèces, mais des différentes parties des cultures de couverture, selon la période de l'année. Donc, lorsque je parle ici des différentes parties, c'est parce que je veux vraiment voir c'est quoi la contribution en azote au sol, seulement des parties aériennes, seulement des parties racinaires et de la plante en entière, donc les deux parties. Puis finalement, mon troisième objectif, c'est de déterminer l'effet du retour des espèces et des différentes parties sur la productivité et le prélèvement en azote du blé. Donc, quelque chose de plus concret pour les producteurs. Ici, en fait, c'est un schéma, un plan de mon dispositif expérimental. Donc, mon expérience se passe sur 2 ans. La première année, on implante les engrais verts, les cultures de couverture. Puis la deuxième année, on implante le blé dans ces mêmes unités expérimentales-là. Cette expérience de 2 ans-là est répétée sur 2 parcelles différentes à la ferme expérimentale de l'université à Saint-Augustin. Donc, comme on peut le voir ici, en fait, dans le fond, j'ai 4 blocs différents. Donc, c'est un dispositif en tiroir avec 4 blocs aléatoires. Comme parcelle principale, j'ai les espèces. Puis, comme parcelle secondaire, comme ici, en fait, j'ai les 3 parties. Donc, partie aérienne, racinaire et aérienne et racinaire, donc la plante en entier. Dans chacun de mes blocs aussi, j'ai une unité expérimentale témoin. Donc, il n'y a aucune culture de couverture. Le sol est à nu. Puis aussi, j'ai une parcelle de garde entre mes espèces pour prévenir la contamination par les résidus de culture. En ce qui concerne la collecte de données, en fait, la première année, lors de l'implantation de mes cultures de couverture, je mesure la quantité d'azote minéral dans le sol à 3 profondeurs, donc à 0,15 cm, 15,30 et 30,45 cm, au semis des cultures et à la fin de leur période de croissance. C'est important de savoir, Caroline l'a mentionné tantôt, mais les cultures de couverture, c'est ce qu'on appelle en dérobé d'automne. Donc, nous, on simule un producteur qui récolterait, par exemple, sa céréale durant les 2 premières semaines d'août, et qui sèmerait une culture de couverture par la suite. Donc, on implante vraiment nos cultures en août, puis on va au début novembre, fin octobre, là, le froid va commencer, bien là, les cultures vont arrêter de croître. Donc, ça va être la fin des cultures pour nous. On va mesurer, lorsque les plants vont être à la fin de leur période de croissance, on va mesurer la biomasse, le pourcentage de carbone et d'azote, dans le fond, des parties aériennes et des parties racinaires de mes différentes espèces. Puis comme on le voit ici, en fait, sur le schéma, ici, c'est l'unité, en fait, la parcelle principale du seigle. Puis on voit trois unités expérimentales. En fait, la plante en entière à gauche, seulement les parties racinaires au centre et les parties aériennes à droite. Puis pour arriver à avoir seulement des racines, ce qu'on a fait, c'est à la fin de la période de croissance, on a vraiment tout coupé les parties aériennes, puis on les a transposées sur une unité expérimentale voisine qui n'avait aucune culture. Donc on a vraiment réussi à avoir ces 3 différents traitements-là. Puis lorsque cette opération-là a été effectuée, on a passé une RSA-10, donc une machine avec des genres de roues, de couteaux qui roulent, puis qui vont couper et incorporer les résidus de culture. Maintenant, en ce qui concerne la collecte de données pour ma 2e année, donc lorsqu'on implante le blé, bon, là, c'est pas encore fait parce qu'on a un printemps pas super pour l'agriculture, il pleut beaucoup, puis on ne peut pas encore rentrer au champ, mais on espère que ça va se faire durant les prochaines semaines. Donc, lorsque ça va être fait, le semis du blé, on va faire encore des échantillonnages d'azote minéral du sol à 3 profondeurs. Puis lorsque le blé va être à maturité, en août, on va encore faire cette même échantillonnage-là. Lorsque les plants de blé aussi vont être à maturité, on va mesurer la hauteur des plants, le contenu en azote et la biomasse des parties aériennes. Puis, on va mesurer en fait le rendement en grains, le taux de protéines dans les grains. Dans le fond, tous des facteurs qui vont nous informer sur la productivité du blé. Puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans l'expérience, il n'y a aucune fertilisation minérale qui a été apportée. Donc, c'est vraiment seulement l'effet des engrais verts, des cultures de couverture qui vont montrer, en fait, qui vont influencer les rendements du blé. Ici, maintenant, c'est quelques résultats préliminaires que j'ai. C'est sûr que ce n'est pas des résultats qui vont montrer quel type d'engrais vert ou de parties vont influencer les rendements du blé, parce que je n'ai pas encore ces résultats-là. J'ai commencé l'automne passé à mon bac, donc je n'ai pas encore ces résultats-là. Mais quand même, c'est des résultats qui montrent la biomasse aérienne des cultures qui ont été produites.
Puis, j'ai d'autres résultats qui montrent la quantité d'azote disponible dans le sol sous différentes cultures. Donc, ici, pour les biomasses aériennes, on peut voir que c'est le poids fourragé qui est vraiment la biomasse en matière sèche, là, la plus importante, avec 7,8 tonnes hectares, ce qui est vraiment beaucoup. Juste pour donner un indice, là, quand on a incorporé le poids, il y avait environ là, 1 mètre de hauteur. Donc, c'est vraiment une quantité considérable de matière organique qui est incorporée au sol. Puis pour les autres espèces, ça se situe entre 3 et 3,5 tonnes hectares, qui est environ une hauteur de 1 pied, 1 pied et demi lorsqu'on a incorporé, donc il n'est pas négligeable non plus. Ici, en fait, c'est encore des biomasses en matière sèche, mais cette fois-ci pour les parties racinaires des cultures. Donc, pour la première colonne en bleu, c'est la strate de racine 0,15 cm de profondeur. Pour la colonne en orange, c'est pour la 15-30 cm de profondeur. Puis pour la colonne en gris, en fait, dans le radis, ça correspond à la strate de la racine hors sol. Parce que comme on peut le voir ici sur la figure, en fait, le radis fourragé fait une grosse carotte qui va sortir du sol. Donc, c'est cette partie-là que j'ai mis dans la partie hors sol, en fait. Puis en jaune, c'est le total des racines. Donc, on voit que le radis a 3,3 tonnes hectares de matière sèche de racines, ce qui est vraiment considérable, encore une fois, en termes de matière organique incorporée au sol. Puis les autres, c'est un petit peu moins, mais quand même 0,2 tonnes jusqu'à 0,8 pour le série. Ici encore, c'est bon, en la colonne en vert, la biomasse aérienne, en orange, en jaune, la biomasse racinaire totale, puis en rouge, c'est la biomasse totale, donc c'est une plante qu'un agriculteur cultiverait, aurait comme biomasse d'apporter au sol. Donc on voit vraiment encore que c'est le radis avec 6,6 tonnes hectares de matière sèche et le poids avec 8 tonnes hectares qui remporte là, en termes de biomasse. Mais quand même, le seigle et la veste, 3,8 tonnes hectares, pour une culture d'automne, c'est vraiment là, des résultats vraiment intéressants. Maintenant, dans ce graphique-là, en fait, ce qu'on voit, c'est le contenu en azote minéral du sol, bon, à 3 profondeurs, ça va avec les couleurs, sous les différentes unités expérimentales que j'avais. Donc, les deux premières colonnes, ici puis ici, en fait, c'est le témoin. Donc, c'est en nous ici, donc lorsqu'on avait planté nos cultures, et en fin octobre, début novembre, lorsque la période de croissance était terminée. Donc, ici, on a le témoin, donc sans culture, le sol à nu. Puis on peut voir ici que la quantité d'azote a vraiment beaucoup diminué, donc plus de la moitié. Là. On part de 30 ppm à la fin jusqu'à 80 près au début. Là. Donc, ça diminue presque de moitié. Donc, comme il n'y a pas de culture de couverture, il y a deux scénarios qu'on peut imaginer que l'azote a fait, en fait. Soit que l'azote a été remobilisé sous forme organique, donc, par exemple, des micro-organismes ont utilisé l'azote minéral puis l'ont stocké dans leur biomasse. Ou sinon, on peut aussi imaginer qu'il y a une grande quantité d'azote minéral qui a été perdue par lessivage. Genre, c'est environ 3 mois sans culture, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de pertes en azote minéral. Maintenant, lorsqu'on regarde les 4 colonnes ici, en fait, on voit encore une fois que la quantité d'azote minéral a vraiment beaucoup diminué, plus de la moitié, mais avec toute la biomasse qui a été produite, comme j'ai présenté précédemment, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'azote et d'autres nutriments qui ont été justement utilisés par cette plante-là. Donc, en conclusion partielle de ces données-là, ce qu'on peut dire, c'est que les cultures de couverture ont vraiment un rôle majeur, un rôle fondamental dans le stockage des éléments nutritifs, donc dans leur partie aérienne et racinaire pour le radis fourragé, puis que ce stockage-là, en fait, ce recyclage des éléments-là va vraiment avoir une influence sur la diminution du lessivage des nitrates et des autres éléments. Puis ça, bien, en agriculture, là, on veut faire attention un peu à l'environnement, puis en agriculture biologique, c'est super important de vraiment fermer le cycle le plus possible. Donc, de réutiliser les éléments dans le sol, les remettre dans la biomasse, puis les retourner pour qu'ils soient minéralisés pour les cultures suivantes. Donc, je vais laisser Caroline terminer la présentation avec une conclusion générale. Merci, Samuel. Super résultat. Donc, nos résultats attendus du projet de Samuel, mais aussi de d'autres projets qu'on a en cours, c'est de mieux comprendre la synchronisation de l'azote pour les grandes cultures biologiques. Comme Samuel le mentionnait, de limiter les pertes en azote, puis aussi d'optimiser juste l'efficience des ressources, donc on parle de nutriments, d'énergie à la ferme. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a surtout focusé sur le cycle d'azote, mais sachez que les racines et les cultures de couverture en général ont aussi nombreux d'autres rôles dans l'agroécosystème, dont la stabilisation de la matière organique et, par exemple, la réduction de l'érosion du sol. Et aussi, je voulais juste
plugger le fait qu'il y a des besoins importants en recherche en agriculture biologique. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à collaborer avec nous sur ces sujets-là, n'hésitez pas. Notre porte est grande ouverte. Et aussi que c'est ça, moi je le vois vraiment comme le début d'une grande aventure. Là. Donc, si je prends ma retraite à 65 ans, je vais être ici jusqu'en 2050. Donc, je vois ça à long terme. Donc, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps. Donc, pour les remerciements, il y a Athanas, aussi des chercheurs à l'Agriculture Canada avec qui on collabore beaucoup. Donc, Marguerite Vierge, Martin Chantigny, toute l'équipe technique qui nous aide à la ferme de Saint-Augustin-des-Morts. Aussi, tous les autres labos, ici, je pense à l'île Rochefort, le Poulain, des professeurs aussi en foresterie, aussi le département des sols qui nous aide à nous prêter du matériel jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent pour en acheter. Et finalement, toute notre super équipe de recherche de cet été, et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Aussi, je voulais juste mentionner, comme M. Roy mentionnait, le support